Mesdames et messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le Ziri. Et effectivement, le Ziri vient d'être mis sur le marché. Et donc, nous voulions vous faire un état des lieux de l'avancement de ce projet et de ces éco-refuges. Donc, comme vous le savez, actuellement, nous sommes sur la Côte d'Ivoire pour le premier Toumani One, avec cet éco-refuge. Donc, à cette occasion, n'ayant pas pu encore me rendre sur place, puisque nous attendons encore quelques éléments, j'ai pris donc la disposition pour pouvoir vous faire rencontrer les intervenants de ce projet qui sont sur place et qui vont porter ce projet tout au long de son avancement. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Pascal Guillon, qui sera le maître d'ouvrage et d'œuvre de ce projet de la construction, que j'ai eu le plaisir d'accueillir dans un bureau, qui habite sur Marrakech, qui est une personne de grande expérience, et également un interview avec Maître Ndoufou et son clerc, M. Kefa, ainsi que M. Silver, qui est notre intermédiaire sur place pour tout ce qui est prospection sur Yamoussoukro. Ce sont des personnes de confiance qui étaient en relation avec M. Pascal Guillon et qui ont fait un travail vraiment exceptionnel, qui sont des personnes très dynamiques, très disponibles et qui font tout pour que ce projet avance au plus vite. Vraiment, ils ont le souci pour vous, ils sont au courant que vous attendez vraiment avec impatience la venue de ce projet. Donc, ils font tout pour vraiment se mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, je vous retrouve tout de suite avec eux pour pouvoir vous les présenter et faire un point sur l'avancement de ce projet. À tout de suite. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir Pascal Guillon. Alors, Pascal qui est notre maître d'œuvre sur tous les chantiers immobiliers, une personne de grande confiance qui suit le projet depuis son tout début, résident à Marrakech, donc voisin de Darzine, et qui est également la personne avec qui je vais avoir le plaisir de voyager prochainement, je l'espère, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. C'est également la personne qui va suivre le projet, le chantier de Yamoussoukro, des éco-villages. Donc j'ai également après un rendez-vous, donc on le verra dans cette vidéo juste après, avec le notaire et le contact de M. Silver que nous a transmis Pascal, puisque Pascal travaille depuis de longues années maintenant sur toute l'Afrique, en sa qualité d'expert FIFA pour tout ce qui est stade, etc., infrastructures sportives notamment. Donc il connaît très très bien le secteur, il connaît bien le pays, il connaît très bien M. Silver, et je peux témoigner que M. Silver est une personne de confiance, dynamique. Nous avons aussi contact avec ce notaire, Maître Ndoufou, et son clerc, M. Kefa, qui sont des personnes aussi très impliquées, et ça avance très vite. Alors, effectivement, peut-être pour certaines personnes, pas assez. Ils aimeraient que ça avance plus vite, mais on ne peut que témoigner que nous faisons tout ce qu'il faut pour que ça avance plus vite. D'ailleurs, Pascal avait déjà été en Côte d'Ivoire, c'était l'été dernier, il avait trouvé des terrains. Malheureusement, ça n'avait pas pu se faire puisqu'il y a eu une personne qui a pris l'ensemble des 300 hectares, donc nous ne pouvions pas prendre les 300, mais seulement une partie. Et donc voilà, donc du coup, M. Silver nous a retrouvé à nouveau un terrain, une parcelle de terre sur justement une parcelle de forêt de 300 hectares à 12 km de Yamoussoukro, à Saabo, qui est en pleine forêt. Donc, on espère s'y rendre très prochainement. Donc, merci Pascal d'être là. Je sais que tu n'aimes pas trop tout ce qui est vidéo, etc. Mais alors, merci de te prêter à cet exercice. C'est pas de ma génération. Je comprends. Mais voilà, merci en tout cas parce que c'était important pour moi de faire cette vidéo pour pouvoir aussi rassurer les investisseurs, comme quoi il y a bien des choses qui se font, et aussi avoir quelqu'un qui connaît bien le secteur, le milieu, et qui justement peut expliquer comment ça se passe, qui peut aussi peut-être en dire un peu plus sur comment on vit en Côte d'Ivoire, comment c'est, quel type de climat, pour pouvoir encourager les gens, peut-être qui ont des a priori depuis la France ou ailleurs, se dire mais comment c'est l'Afrique, comment c'est la Côte d'Ivoire. Si tu peux partager cette expérience avec eux, ça serait quelque chose de très intéressant. Disons brièvement, je dirais que dans le climat actuel africain, un des meilleurs pays
qu'on puisse choisir pour ce type de projet, c'est effectivement la Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est sécurisé. On y trouve des accès assez faciles, des hôpitaux, des aéroports. On n'est pas très loin d'Abidjan. Il y a des vols, il y a 3 à 4 vols internationaux par jour, sur Abidjan en tout cas. Sur Yamoussoukro, ça viendra dans quelques années. L'aéroport est en étude et d'agrandissement. C'est un petit aéroport actuellement, quelques aéronefs, des jets privés, des choses comme ça. Voilà, c'est un aéroport qui est régional. L'intérêt de Yamoussoukro par rapport à la région d'Abidjan, c'est que c'est très calme, c'est très forestier. On y trouve de l'eau sans aucun problème. On est à 20 minutes, le site est à 20 minutes de Yamoussoukro avec tout ce qu'on peut trouver dans une capitale, de la Côte d'Ivoire, dont on peut avoir besoin accessoirement, on peut le trouver. Le site forestier, alors évidemment, c'est dans l'idée éco-village, site protégé, etc. On va être très bien dans le milieu de la forêt, c'est accessible. En temps de pluie, pour l'instant, accessibilité, il faut voir sur place, mais ça reste un endroit superbe par sa nature, son côté, la préservation de la nature environnante. Voilà, on va essayer de réaliser un projet qui dénature au minimum ce qu'on peut trouver sur place, parce que c'est quand même l'intérêt d'avoir toute cette nature autour de nous, ces lacs, ces rivières, ces petits cours d'eau. On est en forêt, pas tropical. Donc voilà, une fois le projet terminé, il y aura une gestion aussi des espaces verts qui permettra de limiter un peu l'accessibilité d'insectes nuisibles dans la zone par des cultures potagères, des animaux tels que les poules, voilà, comme le font d'ailleurs les Africains. Il faut vivre comme eux. À cet endroit, en zone forestière, tous les gens ont un peu des poules, etc. Parce que c'est le meilleur insecticide de sol qui soit. La poule, vous voyez, c'est simple, mais bon, ça mange un peu tout. Voilà. Parce que bon, ça fera des œufs en plus. Donc, voilà, c'est ça. Non, mais c'est utile et agréable. C'est vraiment pas une plaisanterie dans des zones comme ça où on peut être infecté par des insectes de sol de type diverses et variés. Le fait d'avoir des animaux comme les poules, c'est des animaux qui vous nettoient le jardin, qui empêchent justement toute cette invasion. Voilà. Enfin, un tas de sujets comme ça. On va essayer de faire des villas qui soient au plus proche de la nature, le plus vert possible. Bon, on va étudier tout ça. Il faut déjà voir le terrain. Le terrain est en bonne voie. On y va ce mois-ci, enfin le mois prochain, pardon. Et voilà, le projet va se lancer là-dessus, sur cette idée magnifique d'éco-village. Je te tiens à cœur en plus, hein, c'est un projet qui est que… Oui. J'ai beaucoup fait de béton dans ma vie, j'en fais toujours. Mais justement, parle-nous un peu de ton expérience, parce que on a une chance inouïe d'avoir Pascal pour pouvoir mener à bien ce projet. On ne pouvait pas espérer mieux, je pense. J'ai commencé jeune à l'époque des plus grandes sociétés Bouygues Bâtiment. J'ai fait beaucoup Bouygues International, beaucoup en Afrique. Voilà, j'ai une expérience non contestée dans ce domaine, évidemment. J'ai 55 ans, ça fait longtemps que je suis dans le bâtiment. Voilà, la Côte d'Ivoire, j'y ai travaillé il y a très longtemps, mais c'était sur Abidjan. Je connais Yamoussoukro pour y être allé souvent ces dernières années pour des projets de stade, de football entre autres et d'autres affaires. Voilà, c'est une région, la région d'Yamoussoukro est splendide en ça qu'elle est beaucoup plus sèche déjà que la région côtière. Sur la côte, on a des températures de 30-35 degrés, mais très humides, difficilement supportables pour des gens qui arrivent d'Europe dans un premier temps. Après, c'est une question d'accoutumance, bien sûr, on s'habitue à tout. D'ailleurs, quel type de température il fait sur la Côte d'Ivoire et Yamoussoukro Yamoussoukro, il fait grossièrement un peu plus chaud l'été. Enfin, l'été, la saison chaude, parce qu'il n'y a pas d'été, d'hiver tel qu'on peut se l'imaginer en tant qu'Européen.
Il fait plus chaud en termes de température pure que sur la côte, mais c'est par contre beaucoup moins humide. Donc on supporte très très bien. Comme à Marrakech, la différence entre Marrakech et Casablanca, 30 degrés à Casablanca, c'est insupportable. 45 degrés à Marrakech, on vit pratiquement bien. C'est une question du taux d'humidité. Et Yamoussoukro, c'est plus sec, c'est plus forestier, c'est très verdoyant. C'est pas une ville haute, c'est une ville à plat où il y a d'énormes avenues pour circuler. On circule très bien à Yamoussoukro. On a l'impression que c'est un village éclaté au sol, quoi. C'est un grand village. Yamoussoukro, c'est un grand village. Ça a gardé une certaine authenticité, c'est important. À l'inverse d'Abidjan, qui est très urbain, qui est très industriel, très commerçant. Yamoussoukro, qui est la capitale quand même de la Côte d'Ivoire. C'est la capitale administrative, mais c'est vraiment un grand village. Voilà, ça n'a rien à voir avec Abidjan. C'est beaucoup plus nature, quoi. C'est resté. Vous sortez de Yamoussoukro, tout de suite, vous avez des petits villages ivoiriens, typiques, très sympathiques, avec des gens souriants, accueillants. Alors que bon, Abidjan, voilà, c'est la métropole, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, le projet, ce sera dans la forêt, ce sera bien construit, ce sera pensé au mieux pour préserver tout ce contexte naturel, les espaces de vie, on pensait pour garder. Voilà, la première fois que j'ai visité des terrains sur Yamoussoukro, la première chose que j'ai dit à Simon, c'est voilà, c'est super, il y a des arbres qui font ma taille, ils font le triple de ma taille, voilà, c'est très vert, c'est magnifique. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on va construire, essayer de monter un projet qui ne dénature, c'est cohérent avec l'ensemble du contexte. Faut presque, voilà, j'ai dans l'idée de concevoir ce projet avec l'équipe, de la façon qu'on rentre dans cette résidence, ce serait une résidence en fait, et qu'on rende à peine compte qu'il y a des constructions, quoi, que ce soit vraiment. L'avantage, c'est que, c'est comme tu disais, on a vu des vidéos déjà, en fait, c'est une parcelle de 3 hectares qui est au milieu d'une parcelle de 300 hectares. Donc, on va pouvoir s'étendre énormément, mais très, très forestière. Donc, du coup, forcément, on va devoir faire un peu de ménage parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arbres et ça va nous permettre d'avoir cette intimité, comme tu disais, les uns avec les autres. Donc, voilà, des espaces jardin potager, des espaces verts occultants. On va essayer de recréer des canopées dans les circulations, si elles n'existent pas déjà d'ailleurs, parce qu'il y a toute une partie, il y a quand même beaucoup de grands arbres sur place. On va nettoyer le terrain, mais on va surtout essayer d'en éliminer le strict minimum, voire zéro, si possible. Après, il faut voir comment on peut. Le premier travail, ça va être un plan topographique pour justement définir le terrain en X, Y, Z, en abscisse ordonnée, altitude. Et sur lequel première chose, on va fixer les arbres majeurs pour éviter justement d'en détruire ou de prévoir des destructions d'arbres. On va tourner les maisons de telle façon à ce qu'on détruise quasiment aucun arbre majeur. Il y a peut-être quelques-uns qui passeront à la trappe parce qu'on n'aura pas le choix. On pourra les réutiliser pour d'autres choses. Si on peut les replanter, ça dépend des espèces, on verra. Mais le but, c'est très éco, voilà, c'est de créer cette résidence dans le vert, quoi. Voilà. Et justement, le type de construction qu'on peut imaginer, puisque là, on n'est pas de la maison en terre, ou je ne sais pas, comment on peut faire? Une maison en bois? La maison en bois pur, complètement en bois, ça, c'est beau, c'est très chaleureux. On va essayer de faire quelque chose de mixte. Ce que tu me disais, c'est que malgré tout, même si on reste sur des constructions légères, si on veut faire les choses bien, c'est pas forcément que ça va être des choses qui vont être moins chères. Parce qu'on avait parlé, on avait annoncé quelques prix, par rapport aux constructions qu'on avait imaginées par rapport au Maroc, mais c'est pas parce qu'on va être sur du bois ou des choses plus légères que ça va être beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que, comme tu le dis, il y a des contraintes, notamment le bois, les aléas climatiques, les vents, les pluies, les insectes, etc. Donc, il va falloir les traiter, il faut du bois spécial. Si on veut des structures qui ne sont pas pérennes, parce que c'est le but. Ça nécessite, dans un site comme celui-là, on reste dans une zone tropicale,
enfin, c'est pas une zone tropicale humide, mais malgré tout tropicale, hein, quand même. On a une grosse végétation, beaucoup d'insectes, des insectes dits nuisibles. J'aime pas le mot nuisible parce que la nature en général fait très bien les choses, hein, tout ce qui vit à sa place. J'aime pas le mot nuisible, mais si l'on construit en bois pur, il va falloir vraiment si on veut pérenniser les ouvrages, il va falloir traiter, il va falloir chauffer les bois, il va falloir je ne suis pas sûr que ce soit écologique déjà, et encore moins de bon prix. Parce qu'on avait suggéré des images d'habitation possibles, justement, dans l'idée surtout de la clairière, mais on a des suggestions, encore une fois, d'insectes, on a des suggestions de préservation de l'espace calorifique. Voilà, on a quand même, en saison chaise, des températures assez importantes. Le but n'est pas de mettre une climatisation dans chaque pièce. Hein. Bien sûr. On va essayer de faire autrement. La toiture végétalisée, toiture en terre, choses comme ça. Avec de telles structures, on peut mettre du bois, bien sûr, mais il faut des assises en génie civil, hein, pour que ce soit périn. Voilà, on n'a pas encore tout défini. Je vais travailler un peu sur quelques idées. Dans un premier temps, il faut jouer le terrain. On y va le mois prochain. Le terrain, il est acquis, là, quasiment. Voilà, bien sûr. 2-3 papiers, mais c'est réglé. Ensuite, on va lancer le projet, c'est-à-dire architecture, technique, CPS, cahier des charges, je veux dire, les plans techniques, les terrassements. Il y a un mot que j'ai employé, mais on va minimiser, c'est évidemment le déboisement, mais ça va être plutôt du nettoyage que du déboisement. J'ai personnellement pas envie de couper un arbre qui dépasse la taille de mon bras, si tant est que ce soit un arbre et pas une branche verte. Parce que, comme je dis souvent, quand je rentre en Europe, moi-même, quand je suis en France, j'avais mon caoutchouc dans mon appartement. C'est-à-dire qu'un caoutchouc à taille adulte, ça peut dépasser 3 fois la taille de votre voiture. En termes de section de pont, voilà. Il faut. Voilà. Il y a beaucoup de frangipaniers dans cette zone. C'est des arbres, je t'invite à regarder sur Internet. C'est des arbres qui sont magnifiques, majestueux. Voilà. Pour l'instant, il y a le terrain. Il est quasiment acquis. On va sur place le mois prochain. Simon signe. Et moi, je vais lancer l'étude. Voilà, il nous reste en fait. En fin d'année, on pas grand-chose. On va peut-être mettre un coup de pioche, on va voir, a priori, ça devrait être on espère avant. Voilà. Qu'est-ce qui nous resterait? Quand je dis si en fin d'année on met un coup de pioche, c'est qu'on a bien travaillé. Parce qu'on n'a pas de coup de pioche tant que les plans ne sont pas figés au moins 90%, tant qu'on n'a pas tout ce qui est réseau d'eau, à la fois les eaux usées, les apports. Voilà, donc c'est-à-dire que nous, déjà, il va y avoir tout ce travail de viabilisation du terrain, d'aménagement, etc. Et ce qu'on disait aussi, c'est que pour perdre le moins de temps possible, ce qu'on va pouvoir faire, donc déjà, on va pouvoir nous étudier le plan d'aménagement du terrain. Et pendant qu'on fait la viabilisation, on pourra faire ce travail de culture maraîchère, dans un premier temps, sur la zone qu'on aura définie, pour que le temps qu'on fasse les constructions de maisons, il y a déjà les plantations, la terre qui a été cultivée, qu'on ait pu semer quelques graines, pour gagner un maximum, pour que les premières personnes qui arrivent, elles aient déjà une production qui se fasse. Après, c'est des zones très forestières qui ont des milliers d'années. Là, on a 2,50 m de terre végétale. Hein. On n'a pas d'apport pour faire du maraîchage, on n'a aucun apport. On va être embarrassé par les plantes envahissantes, très justement. Surtout dans cette zone. Donc, évidemment, tout va être pensé. Voilà, on va pas mettre. Quand je dis on met un coup de pioche fin d'année, si on met un coup de pioche à l'est, ça veut dire que poser la première pierre en fin d'année, ça veut dire qu'il y a tout le travail d'étude est quasiment terminé. Hein. La viabilisation, les énergies, les accès. Ça n'empêchera pas les gens, de toute façon, nous, déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va, nous, en amont, faire tout le plan topographique, le plan de viabilisation, de lotissement, enfin, de l'eau. Et donc, les personnes pourront se positionner déjà pour l'acquisition. Donc, chacun pourra faire l'acquisition sur plan de sa maison et de son lot qu'il choisira. Et donc, de ce fait, on peut avoir la visibilité de faire une construction, le démarrage des constructions en fin d'année. Voilà.
Et après, ce type de construction peut prendre à peu près combien de temps pour pouvoir sortir de sol, une fois qu'on a fait tout ça, à partir du premier coup de pioche? Je dirais que, évidemment, nous serions en Europe ou même au Maroc, ce type de construction, ce type de projet, ça peut aller assez vite, inférieur à 1 an, clé en main. À partir du moment où on démarre l'étude, on peut faire du clé en main au bout d'1 an. C'est ce que je disais récemment sur un autre projet. Parce que compte tenu de la situation actuelle qui se passe en Europe, les gens sont pressés de pouvoir venir se réfugier. Oui, mais on ne peut pas construire à la même vitesse en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, à 12 km de Yamoussoukro, qu'en banlieue parisienne. Hein. Bien sûr. Point. Les gens qui prétendent ça, il faut les laisser travailler. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça va prendre plus de temps. Ce sera tout aussi bien fait, mais ça va prendre plus de temps. C'est plus long. On est en Afrique de l'Ouest, tout est plus long, les gens prennent plus de temps. Déjà, les gens prennent plus de temps pour vivre. Ils n'ont pas la même culture. Mais une maison en elle-même, pour être construite, c'est quoi? C'est sur, puisque comme on a dit, une construction, c'est pas une construction. Voilà, dès qu'on a les clés du projet, on démarre l'étude. La première chose qu'on va faire, c'est une maison témoin. Voilà, donc la première maison de témoin. Mais peut-être que même on aura tous les plans qui seront vendus rapidement, parce que compte tenu des demandes que nous avons, ça va être le cas. Admettons, on lance le plan là sous 6 mois. Les gens, tout est vendu dans 1 mois. OK, très bien, dans le mois après le lancement. Voilà, on démarre, tout est vendu. On peut démarrer tout le chantier. Voilà. Si on démarre le coup de pioche, ce qu'on appelle vulgairement la première pierre, moi je suis un homme de terrain, je parle de pioche, c'est la première pierre. Et on démarre le premier coup de pioche, ça veut dire que toute l'étude est faite, ça veut dire qu'on a terminé tout ce qui est études, architecture, définition et les entreprises, des différents lots, les lots de génie civil, les lots techniques, les lots paysagers. C'est à ce moment-là, quand tout est défini, qu'on a le budget et qu'on peut lancer les sociétés au travail, sous coordination, évidemment. Là, ça peut aller très vite. Un chantier comme celui-là, pour donner une équivalence, on le ferait au Maroc en 6 ou 8 mois. En Côte d'Ivoire, on n'a pas les mêmes possibilités de société, d'engins de terrassement, de personnel. Oui, et puis ça va prendre un peu plus de temps. Et puis on ne peut pas aussi tout avoir. C'est-à-dire qu'on veut des endroits qui sont un peu reculés, préservés, qui soient à l'abri de toute intrusion. Mais forcément, l'accès est plus compliqué. Donc, du coup, il faut aussi prendre ça en considération. C'est ça. Donc, évidemment, mais en tout cas, tout sera fait pour réduire au maximum les délais, bien évidemment. La meilleure façon d'emblée de réduire un délai de chantier, quel qu'il soit, c'est de correctement le préparer. Correctement le préparer, c'est du temps. C'est presque autant de temps que de construire. Souvent. Quand on respecte un peu cette règle, 50% d'études, d'approfondissement du sujet avant de démarrer les travaux, on va très vite dans les travaux. Quand on veut démarrer les travaux avant l'heure, on se retrouve avec une pluie de soucis et de problèmes qui nous font perdre un temps extraordinaire sur les chantiers. Et au final, on ne gagne pas de temps et on perd de l'argent. Il faut l'étudier le chantier, on n'étudie jamais un chantier à 100% avant de démarrer. Il y a toujours des aléas. À partir du moment où vous allez dans la forêt, vous faites un trou, vous faites une tranchée, vous voulez couper un arbre, vous voulez transporter quelque chose, il y a toujours des aléas. Mais plus le chantier est préparé, moins il y a d'aléas. Bien sûr. Voilà. Donc, et la maison de témoin pourrait se faire plus rapidement? Bien sûr. La première chose à faire, c'est les clôtures. Il faut fermer le chantier, le sécuriser, on fait la maison témoin. La maison témoin, ça peut être assez rapide avec son espace vert. Voilà. La maison témoin, ça suppose qu'on a déjà viabilisé le chantier. On sait où vont les eaux de pluie, voilà. Bien sûr, en fait, les voiries intérieures. Les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est ce travail qu'on ne voit pas, ce travail invisible, c'est-à-dire de sous-sol, de voirie, d'évacuation, des eaux usées, etc., parce que ça ne part pas non plus, qui prend du temps. Parce que si on se rate sur l'aménagement et sur tout ça, c'est des problèmes dans l'avenir, et comme tu l'as dit, on veut un projet périn.
Donc, où les gens, une fois qu'ils sont installés, n'aient pas de mauvaises surprises dans les 2 ans ou 3 ans à venir et qu'ils en soient satisfaits. Donc, c'est ça le but. Voilà, Parfait. la pérennité de l'ouvrage, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Super. Hein, voilà. Super. Et que puis-je dire d'autre Ben déjà, tu nous as beaucoup éclairé. Voilà, hein, on y va. Merci Pascal, en tout cas. Merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous l'aurez compris, c'est un projet ambitieux qui va permettre à des personnes de pouvoir faire l'acquisition de ces éco-refuges dans les meilleures conditions pour pouvoir prétendre à ces éco-refuges. Je vous rappelle qu'il faut être détenteur du ZIRI, qui est possible d'acquérir directement sur les marchés ou bien également directement auprès de l'équipe via achat@ziri.io. Et aussi, je voudrais faire un rappel sur la priorité, l'ordre de priorité des personnes qui vont pouvoir acquérir ces ZIRI. Tout d'abord, les priorités seront aux membres du club Toumaïni par leur ancienneté. Puis après, viendront les gens de l'ICO et puis après, les gens qui auront acheté seulement sur le marché ou plus tard. Et il faut savoir que également, il faudra justifier un certain nombre de plusieurs dizaines de milliers de ZIRI pour pouvoir postuler pour ces éco-refuges, c'est-à-dire qu'il faudra stacker ces ZIRI pour pouvoir avoir accès à ces éco-refuges. Donc, plusieurs conditions, en sachant que les éco-refuges seront en nombre limité, puisque sur 3 hectares, vous vous doutez bien, on ne va pas faire 50, 60 maisons. On va en faire 10, voire 15. Donc, la chance sera donnée aux plus fidèles, aux plus audacieux et aux plus rapides pour pouvoir se positionner sur vraiment ces éco-refuges qui vont être de toute beauté. Donc, pour pouvoir faire l'acquisition, soit directement sur les marchés, probit.com par exemple, ou bien via l'équipe achat@ziri.io. Donc, profitez-en. Et je fais un rappel, quand vous voyez les fluctuations sur le marché, profitez d'un cours favorable pour pouvoir renforcer votre portefeuille parce qu'une fois que vous aurez ces ZIRI et vous aurez accès à ces éco-refuges, au service des éco-refuges, vous aurez compris tout le sens d'avoir eu l'opportunité de détenir des ZIRI. Je vous dis à très bientôt. On garde contact. Merci à vous.